Salut, on va parler du meurtre de Célia, le récit du drame. Elle a été enlevée hier par son père et ils l'ont retrouvée vers 6 heures du matin, je crois. 6 heures. On va le mettre. Tac. Hop. Hop. Et l'alerte enlèvement déclenchée dans la foulée, mais rien n'a pu sauver Célia, 6 ans. Le corps sans vie de la fillette a été retrouvé hier soir dans un bois près de la voiture du compagnon de sa mère, Milan Arias. Après examen du médecin légiste, le procureur avance la probable cause du décès de la petite fille. Le médecin légiste, dont j'ai requis l'intervention pour la levée de corps, a pu procéder à un examen externe qui a mis en évidence des faits d'une extrême violence. Un fracas majeur du crâne de l'enfant à l'arrière de la tête qui a très probablement causé son décès. Sa mère avait signalé sa disparition peu avant 18 h. Son compagnon, qui n'est pas le père de l'enfant, venait de l'agresser au couteau avant de s'enfuir avec la petite fille. Un déchaînement de violence que la mère de Célia décrit comme un coup de folie. Ce matin, c'est ici que le principal suspect de 42 ans a été interpellé. La maman de Célia a pu indiquer que son compagnon, avec lequel elle vivait depuis environ 2 ans, souffre de troubles psychiatriques et est consommateur de produits stupéfiants de façon régulière et ancienne. Je peux vous indiquer qu'il est âgé de 42 ans, a été condamné à 5 reprises depuis 2009 pour des infractions en lien avec les produits stupéfiants et a déjà été incarcéré pour ce type de fait. Le village de Saint-Martin-de-Lif, 1750 habitants, s'est réveillé sous le choc. Une grosse douleur parce que nous sommes une petite commune rurale et voilà, on se connaît tous. Cette petite fille fréquentait notre école, il n'y avait rien à dire, quoi. C'est donc vraiment un profond sentiment d'injustice, et ce qui, je pense, qui est partagé par l'ensemble de la population. Après son arrestation, le principal suspect a été immédiatement placé en garde à vue par la section de recherche de Rouen. Merci d'être sur le plateau, avocate pénaliste évidemment. Merci d'être avec nous pour faire le point toujours avec Valentine Arama, journaliste police-justice au point, et Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne et consultante BFM TV. Votre premier sentiment, Johanna, souvent vous venez sur le plateau de BFM TV, évidemment, pour expliquer comment vous analysez ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est dans évidemment un drame, mais dans un scénario malheureusement classique, malheureusement trop fréquent? Exactement. On est dans un scénario qui est classique, fréquent, ultra banalisé. J'avais peur que vous me lanciez sur ce caractère exceptionnel et ce drame exceptionnel. Les chiffres montrent que ce n'est pas exceptionnel. Exactement. En fait, non. Moi, j'ai tous les signaux qui s'alertent. Là, vous savez, on invoque souvent le drame lié à une décompensation psychiatrique. En réalité, c'est extrêmement rare de décompenser psychiatriquement au point d'asséner 9 coups de couteau, puis de tuer une petite fille en lui fracassant la tête après l'avoir enlevée et frappée même après sa mort. Tout ça chez une personnalité qui est déjà ultra violente et cocaïnomane. En revanche, en France, encore aujourd'hui, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents ou ses conjoints. C'est 60 enfants par an. Et ça, l'Espagne l'a très bien compris parce qu'ils ont conceptualisé la théorie des violences vicariantes qui est extrêmement peu utilisée en France et qui explique comment un homme qui veut porter atteinte à sa femme ou à sa conjointe, être violent avec elle, la maltraiter, peut aussi porter atteinte et tuer son enfant pour la martyriser, pour la faire souffrir au maximum. Donc ça interroge le lien qu'il y avait entre cet homme et cette femme, peut-être une potentielle relation d'emprise, la violence de cet homme qui n'était pas signalée, voire banalisée, puisqu'il n'y avait pas de dépôt de plainte à son sujet, ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas violent en huis clos, et évidemment la façon dont un enfant est instrumentalisé jusqu'à la mort pour faire souffrir sa mère. Le profil, justement, qu'est-ce qu'on sait d'un point de vue pénal? Donc cet homme qui a 42 ans était le compagnon de la maman de Célia, mais pas le père de la petite fille de 6 ans. Il souffrait donc, selon sa compagne, de troubles psychiatriques, était un grand consommateur de stupéfiants. D'ailleurs, il a été condamné 5 fois depuis 2009 pour des infractions liées à cette consommation de stupéfiants. Il a déjà été incarcéré pour ce type de fait. En revanche, il n'était pas connu pour des faits de violence. Ça a été rappelé, il n'y a pas de plaintes qui ont été déposées pour des violences conjugales ou des faits de maltraitance sur enfants et
a fortiori sur la petite Célia. Sa mère a dit lors des premières déclarations à l'hôpital, puisqu'elle aussi est soignée en ce moment, qu'il avait eu un coup de folie, ce qui ne veut rien dire bien sûr sur le plan médical clinique, hein, bien sûr, mais elle précise qu'il avait consommé de la cocaïne avant la commission des faits, et c'est bien envers la petite, il s'en est pris d'abord à la petite fille en la plaquant violemment au sol, selon le récit de la maman. Puis c'est cette maman qui essaye de s'interposer. Alors à ce moment-là, il essaye il se saisit d'un couteau de cuisine, il essaye de la blesser. D'ailleurs, elle aura 9 lésions sur le corps. Et elle sera transportée elle aussi à l'hôpital. Puis ensuite, il va s'enfuir avec cette petite fille avant de faire preuve d'un déchaînement de violence, puisque le procureur de la République a parlé d'un fracas majeur à l'arrière du crâne et de blessures post-mortelles. Florence Roise, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Cet homme, on rappelle, il est présumé innocent, il est en garde à vue, il est interrogé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on lui demande, s'il est en état de parler? Quel est l'objectif de ces premières heures? Alors d'abord, il y a eu les constatations du médecin légiste qui viennent d'être énoncées. Au vu d'un certain nombre d'investigations, sûrement perquisitions qui ont eu lieu au domicile, etc., la police dispose de nombreux éléments. Maintenant, en garde à vue, ce monsieur a 3 possibilités. C'est les dispositions du Code de procédure pénale, se taire, donc faire valoir son droit au silence, répondre aux questions ou s'exprimer spontanément. En amont, quand on lui a notifié sa garde à vue au moment de son interpellation et qu'il a désigné un avocat, l'avocat est venu en garde à vue et il s'est entretenu pendant 30 minutes en tête-à-tête avec son avocat, sans son suivi des auditions qui ont dû démarrer à l'heure qu'il est, auditionné donc par les policiers, 24 heures de garde à vue renouvelable à nouveau 24 heures. Il aura le droit de voir son avocat une seconde fois à l'issue des 24 heures pendant 30 minutes en tête-à-tête. Encore, voilà, ce sont les droits qui lui sont conférés. Il va être vu par un médecin pour savoir si sa garde à vue est compatible, son état de santé, est compatible avec sa garde à vue. Il sera vu également par un médecin psychiatre qui va établir, selon un rapport succinct, à l'issue d'un entretien de 30-45 minutes, si son état relève si la commission de l'infraction s'est faite sous l'empire, le cas échéant, d'une altération ou d'une abolition du discernement. À ce sujet, je voudrais juste dire quelque chose. C'est la question que j'allais vous poser. Non, voilà. Vous y alliez, mais... Depuis la loi du 26 janvier 2022, qui a fait suite aux commissions parlementaires à la suite de l'affaire Sarah Halimi, il y a aujourd'hui, dans les dispositions de l'article 122-1 et suivant du Code pénal, des dispositions qui sont très précises sur le lien entre consommation de stupéfiants et commission d'une infraction dans le cadre qui serait faite, si vous voulez, qui aurait engendré, on va dire, une abolition ou une altération du discernement. La justice aujourd'hui n'a plus le même regard sur la question du lien entre consommation de stupéfiants et altération, abolition. On est responsable, même sous drogue. Évidemment, c'était un permis à tuer. Oui. C'est un permis de tuer. Alors, il y avait 2 choses en fait. De considérer que l'alcool, c'est évidemment un facteur aggravant. Évidemment, la violence est exacerbée, l'empathie est complètement inhibée, et ça conduit à ce moment-là, on consomme et on va commettre un crime ou on va se manger de une forme de préméditation. C'est complètement contre-intuitif. En réalité, ce qui a été décidé dans les dispositions du Code, c'est de dire si la personne a consommé du cannabis ou des stupéfiants quelconques, avec l'intention de commettre une infraction volontaire, alors on ne peut pas tenir compte, si vous voulez, de cette abolition. Si en revanche, on considère qu'il y a là aussi une consommation de stupéfiants et qu'il y a engendré une altération du discernement, là aussi, on n'est plus dans le cadre, si vous voulez, qui permet de faire sortir la personne de la chaîne pénale. Voilà. Donc c'est important de le préciser. Avant de parler de cette alerte enlèvement avec Valentine qui malheureusement n'a pas permis de sauver Célia, on va prendre la direction du terrain précisément de cette commune de Saint-Martin-de-Lif. Théo Bassilana, vous êtes sur place, c'est là que réside la famille de Célia. On imagine évidemment que les mots ont peu de poids dans ces circonstances, mais que cette commune est complètement choquée par ce qui s'est passé. Exactement, Ronald, il faut savoir qu'ici, ce midi, ils étaient nombreux à écouter la conférence de presse du procureur de la République sur notre antenne.
Et lorsqu'il a évoqué des faits d'une violence extrême, d'un fracas au niveau de l'arrière du crâne de l'enfant ou encore des blessures post-mortem, eh bien évidemment ici, ce sont des mots qui ont bouleversé les habitants. Et ils nous le disent, ils sont dans un mélange de tristesse, de colère et aussi d'incompréhension. Justement, je vous propose d'écouter leur témoignage. J'en ai parlé avec des membres de la famille ce matin. Donc je souhaite mettre en place une cagnotte pour commencer dans le bar et peut-être une cagnotte litchi pour que les gens d'ailleurs puissent participer. Ça me permet de montrer notre soutien. Après, j'en ai parlé, comme je le dis, avec des membres de la famille. Ils n'étaient pas contre. Donc après, moi j'estime ça important. Je suis né ici, toujours été ici. J'ai jamais appris des choses comme ça. Un enfant ne peut pas mourir sans raison, surtout à cet âge-là. C'est franchement inconcevable. Inconcevable. C'est scandaleux, c'est scandaleux. On va laisser un homme enfermé peut-être, je sais pas. Il a tué, il a massacré la gosse. On le rappelle, le principal suspect, le beau-père de la petite Célia, a été interpellé ce matin aux alentours de 6 h. Il était toujours armé d'un couteau, mais l'interpellation s'est déroulée sans heurts. Il faut savoir que j'ai pu m'entretenir il y a quelques instants avec des personnes qui connaissent ce suspect. Ils décrivent un homme solitaire, timide, qui parle peu et qui n'aurait jamais été violent en public selon eux. Mais il faut savoir aussi que plusieurs d'entre eux nous confirment qu'il consommait régulièrement des stupéfiants. Merci beaucoup Théo pour ces précisions avec Colline Chambol pour BFM TV. Valentine, je voulais qu'on revienne sur ce qu'on appelle l'alerte enlèvement. C'est un système qui était d'inspiration nord-américaine, instauré en 2005 par la ministre Nicole Gage. Quel bilan depuis cette époque ? Un bilan assez positif, puisque depuis la mise en place de ce dispositif, il y a eu 29 alertes enlèvement déclenchées, dont celle de Célia, avec seulement, et malheureusement, 2 échecs, celui d'hier et un en 2020, en février 2020, c'était à Angers, la mère de la petite Vanny qui avait 1 an l'avait enlevée. Cette maman, elle avait de lourds problèmes psychologiques. Le bébé avait été retrouvé décédé avant le déclenchement de l'alerte enlèvement. Dans le cas de Célia, l'alerte enlèvement a été déclenché, puis on a retrouvé le corps sans vie de la petite fille. Donc c'est le 2e cas d'échec de cette alerte enlèvement, mais qui fonctionne assez bien et qui doit répondre à des critères assez précis. 4 critères. 4 critères, voilà. Notamment, parmi ces critères, le fait qu'il faut qu'il y ait un suspect. Il faut que le ministère de la Justice valide ce déclenchement, ce dispositif, et qu'on s'assure qu'il ne s'agisse pas, par exemple, d'une fugue. C'est les critères qui font que on ne le déclenche pas systématiquement non plus, et en l'occurrence 29 mois depuis sa création. Et Johanna, je regardais justement ces chiffres, donc 29 fois déclenchés depuis 2005, et 13 fois ça impliquait des membres de la famille. Mais oui. Souvent le père, parfois Mais avec la complicité d'un oncle. Mais oui. On parle souvent de la proximité entre les victimes de viol et leurs violeurs, leurs agresseurs, et c'est un peu aussi ce système-là, cette réalité-là qui se fait jour. Oui, complètement. Ça met une fois encore en lumière le fait que dans les cas des violences psychologiques, des violences physiques, des violences sexuelles, de l'inceste et jusqu'à l'infanticide, souvent les drames se font en huis clos dans les familles, et l'on entend dire régulièrement par les voisins qu'il était affable, gentil, parfois un petit peu réservé, mais qu'il était toujours serviable et qu'il aidait à monter les courses quand on en avait besoin. Jamais de dépôt de plainte, des conjointes souvent tyrannisées, sous emprise, qui peinent à caractériser les faits ou qui protègent encore leurs conjoints malgré les violences, et des enfants de plus en plus en première ligne finalement, qui sont instrumentalisés, martyrisés, violés et tués pour blesser, pour attaquer la femme qui, assez souvent finalement, on l'apprend après, souhaitait mettre à distance cet homme violent ou se séparer. Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau de BFM Story Weekend pour évoquer malheureusement ce drame. Non, on dit... Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok, Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à plus tard.